Ah, mes chers esthètes du chaos, mes voluptueux contemplateurs de la grande faucheuse, approchez, approchez et délectez-vous du récit d'une performance qui, le 29 juin de l'an de grâce 2025, a redéfini le concept même de mauvaise journée. Car ce jour-là, la Sainte Russie, dans un élan de générosité explosive, a décidé d'offrir à l'Ukraine un ballet pyrotechnique d'une ampleur biblique. La plus grande démonstration de sa fureur céleste depuis le début de cette charmante querelle de voisinage. Imaginez le tableau. Le rideau se lève sur un ciel d'Europe de l'Ouest, non pas constellé d'étoiles, mais zébré par la colère divine. Sur scène, une distribution proprement gargantuesque. En première ligne, un essaim vrombissant, une pluie de sauterelles mécaniques, plus de 400 drones Shahed 136, ces petits anges de la mort low cost, bourdonnant leur funeste mélopée vers des cibles qui ne se savaient pas encore condamnées. Une véritable démocratisation de la destruction, accessible à tous les budgets. Mais ce n'était là que l'apéritif, la mise en bouche d'un festin macabre. Car pour accompagner cette nuée, le chef d'orchestre moscovite avait prévu un orchestre symphonique complet. Imaginez la partition. Une quarantaine de missiles de croisière pour la mélodie planante, 25 missiles balistiques Iskander pour le rythme percussif et brutal. Et, pour le solo final, pour le coup de grâce orgasmique, une demi-douzaine de Kinjal hypersoniques, ces divas intouchables fendant l'air comme une rumeur mortelle. Et où ce torrent de feu et d'acier s'est-il déversé? Oh, pas sur le front, ce serait bien trop prosaïque, trop commun. Non, la performance visait les coulisses, l'arrière-boutique, le cœur palpitant de l'ennemi. Lviv, Ternopil, Khmelnytski. Des noms qui fleurent bon la Mitteleuropa, soudainement plongés dans une apocalypse industrielle. L'objectif, mes amis, n'était pas la vulgaire boucherie de tranchées que les soudards apprécient tant. Non, la partition visait plus haut, plus noblement si j'ose dire. Il s'agissait de décapiter l'économie ukrainienne, de la saigner à blanc, de lui tordre le cou jusqu'à ce que son effort de guerre ne soit plus qu'un lointain souvenir. Une strangulation économique par voie aérienne d'une élégance toute chirurgicale. Et comment, me direz-vous, le Kremlin peut-il se permettre une telle prodigalité destructrice? Ah, c'est là que le grotesque atteint des sommets. L'industrie de défense russe, tel un phénix gavé aux stéroïdes, a ressuscité de ses cendres post-soviétiques. Prenez le cas du Shahed 136, ce moustique iranien. Avant la guerre, la Russie en produisait autant que moi je produis de sympathie pour les optimistes. Zéro. Aujourd'hui, elle a dépassé la Chine et l'Iran réunis, devenant le plus grand fabricant mondial. La production est passée de 300 par mois à plus de 100 par jour. Et on vise les 500. Et pour que la chaîne de montage ne s'essouffle jamais, dans un élan de fraternité prolétarienne aussi absurde que glaçant, on fait venir, dit-on, des petites mains ailées de Corée du Nord pour assembler ces charmants joujoux. Le Juche au service du tsar. Quel délicieux paradoxe. Oh, bien sûr, tout n'est pas rose au pays des tsars. L'opération Toile d'araignée ukrainienne a récemment envoyé quelques bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22 au paradis des ferrailleurs. Un léger contretemps, une fausse note dans la symphonie, mais qui n'a manifestement pas entamé l'enthousiasme du compositeur. D'ailleurs, pour compenser, on ne se prive pas de rien. En plus de sa production maison, la Russie fait ses emplettes. Et son fournisseur préféré n'est autre que cette phare de démocratie et d'abondance qu'est la Corée du Nord. On apporte à tour de bras des missiles balistiques Kalen-23B, ajoutant une touche d'exotisme totalitaire au mélange. C'est un partenariat artistique florissant, un axe Pyongyang-Moscou dédié à la sculpture moderne sur infrastructure critique. Car au fond, chaque missile qui frappe une centrale électrique en Ukraine est aussi un coup porté au portefeuille des Occidentaux, contraints à jouer les mécènes pour un pays en reconstruction perpétuelle. C'est une façon de dire « continuez à payer, nous, on a les moyens de tout casser ». Et bien sûr, il y a la justification. Cette orgie de destruction serait une réponse au ciblage de civils dans le Donbass. Une escalade pour la désescalade, une pluie de bombes pour la paix.
La logique est si tordue qu'elle en devient presque une œuvre d'art surréaliste. Alors, que retenir de ce 29 juin ? Qu'il ne s'agissait pas d'une bataille, mais d'un message. Un message écrit avec des centaines de tonnes d'explosifs, qui dit que la guerre n'est plus seulement une affaire de ligne de front, mais un concours de démolition économique. Car dans cette grande opérette tragique qu'est devenue l'histoire, chaque explosion est une note, chaque ruine une strophe, et chaque cri, un silence qui en dit long sur le prochain acte.